Tension maximum entre l'Irak et les Nations Unies qui rapatrient leurs inspecteurs. Un porte-avions américain et un autre anglais prennent position dans le Golfe. Encore trop de plomb dans l'eau et dans le sang des Français, notamment à cause des conduites d'eau en plomb qui assurent trop souvent l'alimentation en eau potable dans les foyers. La vignette 98 est arrivée en vente à partir de demain. Elle est la moins chère dans la Marne, la plus chère dans le Cantal. La moyenne nationale pour les 5 à 7 chevaux est de 520 francs. 11 ans après la catastrophe de Tchernobyl, la polémique n'est pas éteinte sur le taux de radioactivité dans le parc national du Mercantour. Enquête dans ce journal. À quelques minutes du lever de rideau, découverte du nouvel Olympia, le plus prestigieux music hall de Paris, reconstruit à l'identique. Invité Gilbert Bécaud, l'homme de la maison. Madame, monsieur, bonsoir. Nous commencerons par un passage obligé de notre vie d'automobiliste. L'achat de la vignette 98 qui sera en vente à partir de demain dans toute la France. Les prix, on le sait, ne sont pas les mêmes selon les départements, le moins cher étant la Marne, et cela depuis de nombreuses années maintenant, au point que plusieurs sociétés de location de véhicules y ont installé leur siège social. Elisabeth Esley, Jacques Deveau. Les transports La Haye, dans la banlieue de Rennes. C'est une société qui se porte bien, qui se porte même de mieux en mieux, tout simplement parce que depuis l'année dernière, ces camions sont immatriculés dans la Marne. Nous avons démarré en 96, nous en sommes à la 2e année. L'opération porte sur environ 300 véhicules et l'économie peut être chiffrée annuellement à environ 200-250 000 francs. Pour les plus gros camions, la vignette coûte 3 950 francs en Ille-et-Vilaine, seulement 2 170 francs dans la Marne, une différence de 1 780 francs par véhicule. C'est ici que les camions de Rennes sont immatriculés, et ce ne sont pas les seuls. Ce village de la Marne détient un record, 15 000 plaques pour seulement 125 habitants. 140 entreprises sont domiciliées dans cette maison, siège de la société Buradom, créée il y a 2 ans par un couple qui s'était retrouvé sans emploi. Depuis, les dossiers s'accumulent. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires dépasse le 1 million de francs. Pour les entreprises, le coût de la domiciliation est d'environ 3 000 francs par an. Et ensuite, nous prenons une prestation à chaque carte grise et vignette de l'ordre de 50 à 60 francs selon le nombre de véhicules, selon la fréquence des cartes grises. Démarche tout à fait légale auprès du greffe du tribunal, de la chambre de commerce puis de la préfecture. Nathalie et Alain s'occupent de tout. Pour des voitures qui appartiennent principalement à des sociétés de location. La démarche n'est intéressante qu'à partir de 20 véhicules. Quant aux particuliers, aucun espoir pour eux. Le numéro précieux ne s'obtient qu'avec un justificatif de domicile. Et pour être tout à fait complet, voici les départements où les vignettes des voitures de 5 à 7 chevaux, les plus courantes, sont les plus chères. C'est le Cantal, l'Ariège, le Lot, les Pyrénées-Orientales, le Vaucluse. Les moins chers, ensuite, la Marne, donc, dont on vient de parler, la Corse du Sud, la Haute-Corse, le Var et la Haute-Garonne. Le prix moyen pour les catégories de 5 à 7 chevaux sur l'ensemble du territoire est d'environ 520 francs. À noter qu'une association de lutte contre le tabagisme vient de sommer le ministre des Finances d'interdire la vente de vignettes dans les bureaux de tabac pour cause de publicité indirecte aux produits du tabac. Les Français ont encore trop de plomb dans le sang, en partie à cause de celui qui est contenu dans l'eau du robinet. Selon une étude officielle, 5,5% des adultes ont un taux de plomb dans le sang supérieur à 100 microgrammes. Pour remédier à ce problème de santé publique, le ministre Bernard Kouchner ne cache pas qu'il faudra du temps et des moyens financiers pour remplacer notamment les tuyaux en plomb qui, dans beaucoup de régions, transportent encore l'eau potable. José Blanc-Lapierre, Pascal Pueyo. Du plomb dans l'eau du robinet. Les traces retrouvées dans les analyses varient selon les régions et les caractéristiques de l'eau. Mais le principal responsable est le tuyau. Celui qui, dans l'immeuble, part du compteur général et achemine l'eau dans les appartements. Trop souvent encore, cette conduite est en plomb. C'est le cas à Paris, dans plus d'un logement sur 2. Cet appareil détecte la moindre présence de plomb à partir d'échantillons prélevés au robinet. Nous sommes dans le laboratoire d'analyse des eaux de la capitale et d'après les responsables, les normes autorisées ne sont pas dépassées, sauf exception. Un conseil donc, mieux vaut prendre quelques précautions. Évitez de boire l'eau qui a stagné toute la nuit dans vos canalisations. Donc ce qu'on appelle le premier jet du robinet le matin en vous réveillant, vous le jetez et vous attendez que l'eau devienne fraîche pour la consommer ou vous en servir pour votre alimentation. D'après les premières conclusions d'une étude médicale, une fraction de la population française aurait du plomb dans le sang en trop grande quantité. 5% des adultes, 1,4% des enfants de moins de 6 ans. L'eau du robinet ne serait pas la seule en cause.
Il y aurait aussi l'air que l'on respire et les peintures au plomb de certains immeubles vétustes. Une intoxication chronique par le plomb peut être responsable d'un retard du développement intellectuel de l'enfant, des troubles de croissance. Également, le plomb a une toxicité pour le rein, chez l'enfant et chez l'adulte. Une directive européenne prévoit de faire baisser de moitié le taux de plomb autorisé dans l'eau du robinet. Beaucoup de canalisations internes devront alors être changées. Les travaux s'élèveraient à 120 milliards de francs. Après le juge Eva Joly, chargé du dossier du Crédit Lyonnais, c'est au tour de Laurence Wichniewski, qui a la responsabilité de l'affaire Elf, d'expliquer qu'elle manque de moyens matériels pour mener à bien sa tâche. Il est vrai que, face aux affaires de corruption, politico-financière notamment, la France ne s'est pas encore dotée des moyens nécessaires, comme l'ont déjà fait des pays comme l'Italie, confrontés au même type de problème. Pascal Doucet-Bon, Philippe Josselin. Ce n'est pas la première fois qu'Eva Joly réclame des moyens. Face à elle, dans cette petite pièce, des patrons aussi riches et puissants que Loïc Le Floch-Prigent ou Bernard Tapie se sont succédés. Des patrons dont les bureaux sont certainement très bien équipés. Son équipement à elle, Eva Joly l'a longtemps payé de sa poche. Ce qui me sert le plus, je crois, le fax répondeur qui est là, la radio pour notre distraction, le bebop qui fait la ligne directe avec mon greffier quand je veux le joindre et que le téléphone est tout le temps occupé, le téléphone portable. Aujourd'hui, la situation s'est un peu améliorée avec un nouvel ordinateur et un répondeur, une aumône. Et encore, Eva Joly n'est pas la plus mal logée des juges d'instruction parisiens. Là, on est dans un cabinet classique. Tout à fait, nous sommes dans le cabinet d'une de mes collègues, donc juge d'instruction à Paris. Alors je vous laisse un petit peu voir, il y a des placards qui sont bourrés à craquer de dossiers, mais les dossiers ne sont pas que dans les placards. Comme vous pouvez le voir, cette collègue est obligée de les poser partout où elle le peut. On manque de place et de personnel. La chancellerie promet des postes supplémentaires de magistrats. Mais l'idéal serait une refonte totale du traitement de la délinquance financière. 1992, à Milan, opération main propre contre la corruption. Sous l'impulsion du très charismatique juge Di Pietro, les magistrats demandent et obtiennent des moyens. Ils jettent aux orties leurs vieilles chaises et leurs vieilles habitudes d'individualisme. Se forme alors une équipe de 5 juges, hyper spécialisés, suréquipés avec leurs policiers et une escouade d'assistants. La méthode a fait ses preuves, elle pourrait les faire en France. Les chefs de juridiction viennent de proposer au ministère l'idée de la création d'un département financier dans lequel on pourrait regrouper aussi bien les policiers que les magistrats saisis de ce genre d'affaires. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Il faudra en attendant se contenter du charme poussiéreux des cabinets d'instruction où les affaires sont prestigieuses et les moyens dérisoires. Jugement à Grenoble, le vice-président du Conseil général de l'Isère, Jean-Louis Cupillard, RPR, reconnu coupable de corruption passive, a été condamné aujourd'hui à 3 ans de prison, dont 1 an avec sursis. Il a aussitôt fait appel. 18 mois de prison avec sursis requis au tribunal de Lyon à l'encontre de Gérard Monat, ancien PDG d'Urba, la pompe à finance du Parti socialiste dans les années 80. À Bordeaux, la semaine qui se termine a permis d'entrer dans le détail de la vie quotidienne de Maurice Papon, secrétaire général de la préfecture de la Gironde entre 1943 et 1944, ainsi que sur ses relations avec le préfet et les autorités allemandes. Dominique Verdeillan, Dominique Merlin. Durant l'occupation, le journal La Petite Gironde était d'obédience maréchaliste. Dans son édition du 28 mai 42, quelques lignes annoncent l'arrivée de Maurice Papon au poste de secrétaire général. Maurice Sabatier, son supérieur hiérarchique, avait d'ailleurs eu les mêmes honneurs. Chaque jour, en fin de matinée, se souvient Maurice Papon, j'allais dans son bureau à la préfecture. L'osmose entre nous, dit-il, était fréquente, mais pas systématique. Seulement, poursuit Maurice Papon, l'autorité ne se divise pas. Avez-vous eu des désaccords avec Sabatier? Avez-vous été obligé de céder, s'inquiète le président. Les conflits furent plutôt rares, concède l'accusé. Ils ont ce climat de confiance, de respect et d'estime réciproque. Alors quand ils sont en opposition, là, il ne se souvient de rien. Je crois que c'est un argument qui ne peut pas tromper les jurés. Il y a une osmose, il y a une adhésion totale l'un vis-à-vis de l'autre. Papon reconnaît qu'il avait des contacts avec la Feldkommandotur pour des questions administratives. En revanche, dit-il, j'avais pris mes distances avec la Gestapo. Cela me permettait de bâtir ma contre-offensive. Je ne négociais pas, je tirais les ficelles. Cela m'a permis de limiter les dégâts. Ainsi, Maurice Papon dresse un autoportrait d'un haut fonctionnaire qui s'incline devant son préfet, mais affronte l'occupant. La suite du procès pourrait modifier cette donnée.
Un procès dont les autorités judiciaires ne cachaient plus ce soir qu'il pourrait se prolonger jusqu'à février prochain. L'actualité internationale, la crise est ouverte entre l'Irak et les Nations Unies. Le président Jacques Chirac a déclaré que Bagdad avait fait une erreur en refusant la présence d'inspecteurs américains sur son territoire. Le président Bill Clinton parle, lui, de défi à la communauté internationale. Dans la région, la mobilisation se poursuit. Le porte-avions américain Nimitz va être rejoint dans le Golfe par un autre porte-avions, anglais celui-là. Enfin ce soir, les Nations Unies annoncent que tous les membres de la commission internationale présente en Irak vont être rapatriés. Dorothée Lyrique. La dernière entrevue du vice-président irakien Tarek Aziz et du secrétaire général de l'ONU Kofi Annan n'a rien donné, rien changé. Malgré les sourires, l'Irak a décidé l'expulsion immédiate des 6 inspecteurs américains des Nations Unies. Ces contrôleurs sont chargés du démantèlement des arsenaux irakiens depuis la fin de la guerre du Golfe. En réponse, le chef de la commission de l'ONU qui dénonce cette discrimination a annoncé qu'il allait retirer tout son personnel dès demain. Bill Clinton a lancé un avertissement à l'Irak en affirmant qu'il répliquerait d'une manière très déterminée, mais il ne s'est pas encore prononcé sur une frappe militaire éventuelle. Un impressionnant dispositif militaire américain est actuellement déployé dans le Golfe, un porte-avions, 17 navires et 205 avions de combat. Mais la Russie, la Chine et la France sont pour l'heure toujours opposés à l'option militaire. Je crois que là, les autorités irakiennes ont fait une erreur, qu'elles ont eu tort. Mais, naturellement, il n'est pas trop tard pour que les autorités irakiennes reviennent sur leurs décisions et annoncent leur volonté de coopérer à nouveau, comme c'était le cas avant. Ce soir, en Irak, Saddam Hussein et son conseil de commandement de la révolution faisaient bien sûr la une du journal. Le leader irakien prépare l'opinion. L'heure est à la propagande anti-américaine et aux manifestations de soutien de l'homme qui, une fois encore, ose défier l'ennemi américain. Détente en revanche avec l'Iran, les ambassadeurs de l'Union européenne vont regagner leur poste à Téhéran. À Alger, une manifestation de l'opposition protestant toujours contre les irrégularités des dernières élections municipales a été interdite. Aujourd'hui, d'importantes forces de l'ordre étaient présentes pour interdire cette manifestation. 1 an et demi après la catastrophe aérienne du Boeing de la TWA au décollage de New York qui avait fait 230 morts, après avoir abandonné toutes les pistes les plus invraisemblables comme la théorie du missile militaire, la police fédérale américaine, le FBI, a fait officiellement savoir aux familles des victimes, qu'elle abandonnait la piste criminelle pour en revenir à la thèse de l'accident. Patrice Ramden, Claude Barnier. Cet homme s'appelle James Carlstrom. Il a toujours fait montre de compassion pour les familles des victimes du vol TWA 800. Aujourd'hui, il leur écrit une lettre en tête du FBI dont il est le directeur. Extrait. Je suis persuadé que les théories d'un complot ne reposent sur rien. Autre extrait. Nous n'avons aucune raison de croire que la tragédie est due à un acte criminel. Voici donc évacuées les hypothèses du missile et de la bombe. L'enquête est close, par défaut, elle privilégie l'incident mécanique. Mais pour les familles françaises, cela manque d'explication. Je veux qu'ils me montrent sur quels sont les éléments qui leur permettent de définir qu'il n'y a pas eu soit un missile perdu, soit un attentat, soit toute autre chose qui a provoqué la mise à feu du réservoir central de cet appareil, qui, je vous le rappelle, a explosé 8 secondes après un incident initial qui n'a jamais été défini. À ce jour, ils ne vous ont pas montré ces preuves? Non, pas du tout. Non, mais même ils ne les montrent à personne. Même le NTSB n'a pas accès à certaines pièces. Quant à la justice française, dans cette affaire-là, elle est complètement négligée et voire même méprisée. La justice française. Les Américains ont toujours refusé de collaborer avec elle. Pour les familles reçues en grande pompe cet été à Long Island, c'est inadmissible. Voilà pourquoi une délégation de l'Association des familles françaises s'envole la semaine prochaine pour New York, à la rencontre des pontes du FBI. On va nous dire que le responsable c'est la mécanique, donc on va poursuivre les responsables de la mécanique. Un nouveau combat commence pour les familles. Elles entendent s'attaquer à Boeing dont l'avion, reconstitué, n'a jamais livré les secrets de sa destruction. Le procès de Theodore Raczynski, plus connu sous le nom de Yuna Bomber, s'est ouvert aujourd'hui en Californie. En 17 ans, il a tué 3 personnes et en a blessé 28 autres
en expédiant des colis ou des lettres piégées. Cet ancien prof de maths vivait en ermite et avait pris en aversion tout ce qui représentait les nouvelles technologies. C'est du moins ce qu'il a dit au juge. Le président de la République poursuit son voyage au Vietnam. Après Hanoï, il est arrivé à Saïgon, rebaptisé Ho Chi Minh Ville. Jacques Chirac s'est exprimé sur les problèmes des droits de l'homme dans ce pays, expliquant que l'efficacité résidait plutôt dans la discrétion que dans les grandes déclarations. La démocratie finissant toujours, a-t-il dit, par s'imposer dans les pays en voie de développement économique. Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. Les gratte-ciels poussent à toute vitesse. Pourtant, la moitié du pays n'a encore ni eau courante, ni électricité. 22 ans après la réunification des deux Vietnams, c'est ici que se développent les affaires. Plus de la moitié des entreprises françaises y sont implantées. Et même si la pénétration de ce marché est difficile, les tracasseries administratives innombrables, les Français de tout poil qui s'y risquent demeurent fascinés. Mais dans ce pays en pleine évolution, le régime communiste n'accepte pas la dissidence. Hier, Jacques Chirac impulsait la signature de plus de 4 milliards de francs de contrats. Cet après-midi, le président de la République donnait son illustration de la défense des droits de l'homme. En matière de droits de l'homme, vous savez, ce n'est pas en se faisant plaisir par des déclarations irresponsables et intempestives qu'on progresse. C'est par l'exemple, c'est par le dialogue, c'est par la conviction. Ce n'est pas en humiliant, ce n'est pas par l'arrogance, c'est par la capacité d'expliquer et de convaincre. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette capacité, moi, je l'ai. Le président de la République veut déployer sa force de conviction à partir d'un argument simple. La qualité de l'aide financière française, l'importance des investissements ici, dépendent aussi d'une conception commune des droits de l'homme. Pour Jacques Chirac, la liberté économique doit entraîner nécessairement la liberté politique. Le message est sans ambiguïté. Au Vietnam s'ouvrira demain le sommet des pays francophones. Dans ce pays, le français n'est plus couramment parlé. Il reste tout de même présent dans certaines écoles et pas forcément pour les plus favorisés et pas forcément dans les grandes villes. Isabelle Bechler, Tristan Lebras. C'est sur les hauts plateaux du Sud-Vietnam que les colonisateurs français avaient introduit la culture du café. Et dans cette province de Buon Mae Thuot, l'ethnie aidée avait traditionnellement les meilleurs rapports avec la France, car les hommes y travaillaient dans les plantations ou s'engageaient dans l'armée française. Si, dans quelques mots, oui. Parce que j'ai trop oublié, il y a trop longtemps. Les colons sont partis avec leur armée et leurs missionnaires. Il reste le café et une tradition du français bien surprenante dans le monde rural. Je ne sais pas, comment les faire partir. Il y a des souris partout dans l'arbre. Elle-même éduquée au couvent des oiseaux de Dalat jusqu'en 1975, Euline enseigne le français à ses élèves du primaire de l'école Nguyen Thi Dinh depuis 3 ans. C'est une des 29 classes bilingues de la petite ville de Buon Mae Thuot. Et le français, Euline y croit beaucoup pour structurer l'esprit des enfants. Il n'y a plus de raisonnement et puis par là, voir les choses plus logiquement. Et comme ça, il faut déduire beaucoup de choses après ça, après l'apprentissage. Le français, c'est facile, c'est difficile. Le petit Itong, à 8 ans, en est à sa 2e année de français. Tous les soirs, après la classe, sa maman l'emmène voir son grand-père, un ancien de l'armée française, pour qu'il fasse ses devoirs et améliore sa prononciation. Le vieux monsieur croit dur comme fer aux avantages du français et il dessine un brillant avenir à son petit-fils. La prochaine fois, peut-être, il peut parler lorsqu'il y a de ses camarades, quoi. De parler, de faire la conversation avec des étrangers et de travailler dans le gouvernement, quoi. Buon Mae Thuot a soigneusement gardé des traces des missionnaires français, comme d'ailleurs de sa lutte anticoloniale. La petite ville des Hauts Plateaux est tout aussi fière de ses classes bilingues de français, toutes considérées comme des classes d'élite. Le réseau d'enseignants de français y est animé par une pédagogue belge, particulièrement motivée. L'objectif au Vietnam, c'est d'obtenir en l'an 2000 5% de bacheliers français. Et c'est réaliste ?
Oui, je pense qu'on est bien parti puisque cette année-ci, il y a déjà 505 classes bilingues au Vietnam. Sondage baromètre de popularité Ipsos Le Point réalisé dans les derniers jours de la grève des routiers. Le Premier ministre fait un bond important de 6 points avec 60% d'opinion favorable pour Lionel Jospin, son meilleur score depuis son arrivée à Matignon. Le président de la République lui gagne 1 point à 49% d'opinion positive. Comme chaque année à pareille époque, les parlementaires du RPR se sont rendus à Colombey-les-Deux-Églises aujourd'hui pour leur traditionnel pèlerinage sur la tombe du général de Gaulle, mort le 9 novembre 1970. À la tête de la délégation, le président du RPR, Philippe Séguin. À la suite des propos, disons, flatteurs tenus sur le Parti communiste par Lionel Jospin hier, déclarant que le PC français n'avait jamais atteint aux libertés, même s'il avait mis du temps à prendre du recul par rapport au stalinisme, les communistes tenaient aujourd'hui, pour la première fois, portes ouvertes à l'occasion de leur Conseil national, anciennement Comité central. Des débats jusqu'à présent tenus strictement secrets. Jean-Baptiste Prédali, Daniel Lefebvre. De l'extérieur, rien n'a changé place du colonel Fabien. Mais au sous-sol du siège du Parti communiste, on jouait aujourd'hui la transparence, un conseil national entièrement ouvert à la presse, de quoi surprendre même un ministre communiste. À l'intérieur donc, il était question de faire le point sur la présence communiste au gouvernement d'abord, et Robert Hue, conforté hier par Lionel Jospin, a donné la ligne officielle, bilan globalement positif, plus quelques exigences. Après ces premiers mois, il s'agit maintenant de passer à des réformes structurelles profondes concernant la fiscalité, le crédit, et puis même sur l'Europe. À ce compte-là, même les plus critiques, les opposants à la participation gouvernementale, sont presque d'accord. Le problème est dépassé, il a été tranché par les communistes. Moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on mette véritablement en œuvre une politique de gauche. Pourtant, il y a bien quelques déçus de la gauche au pouvoir chez les communistes. Mais Robert Hue a d'autres objectifs. D'abord les élections régionales avec l'accord électoral PSPC, et surtout affirmer son emprise sur son parti. La transparence, c'est aussi une arme politique. Le budget de la défense a été adopté. Aujourd'hui, il est en baisse de 2,5%, mais le gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de la Défense, a confirmé son soutien au programme de l'avion Rafale, et cela malgré les coupes budgétaires. Le service d'ordre du Front National en question, à son propos, certains parlent d'armées parallèles, de véritables légions, parfois armées. Le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, déclare qu'il va s'efforcer de déterminer si ce service d'ordre a commis des infractions à la loi. En attendant, un ancien membre témoigne, Michael Darmon, Olivier Robert. Bruno Gollnisch, secrétaire général du FN, s'apprêtait ce jour-là à tenir une réunion publique. Casques, matraques et boucliers, un dispositif sans précédent se déploie alors contre des manifestants. Ces images vont révéler l'existence des équipes spéciales de la sécurité du Front National. Pendant plus de 2 heures et en l'absence de la police, ces pseudo-CRS du FN vont s'affronter aux habitants d'une cité et contrôler la voie publique. Aujourd'hui, un ancien membre du département protection et sécurité du FN témoigne dans Libération sous un nom d'emprunt, Dominique. Nous avons pu le rencontrer et authentifier son activité passée au sein de ce qu'il appelle l'unité d'élite du service d'ordre le péniste. C'est une unité à part, c'est pas le DPS. Ça n'a rien à voir avec le DPS. Si vous êtes un bon élément au sein du DPS au début, après on vous sélectionne pour être dans une force de frappe. C'est un petit peu comme la gendarmerie que le GIGN. N'importe quel gendarme ne peut pas être au GIGN. Officiellement, la mission du DPS est de protéger les réunions et les élus du Front National. Les hommes sont répartis selon les profils et les besoins. Blazer et cravate à l'intérieur, blouson et rangers à l'extérieur. Selon Dominique, ce sont eux qui, la nuit tombée, entrent en action. Lors du dernier congrès du FN à Strasbourg en mars dernier, les équipes d'intervention montaient la garde. Vous étiez à Strasbourg au congrès. Oui. Quel était votre rôle? Mon rôle? Équipe de choc. Mon rôle, ça a été de rester jusqu'à 5 h du matin avec un bouclier planqué sous les arbres. Mais selon Dominique, l'équipement ne s'arrête pas au bouclier. En mission, dit-il, chacun vient avec son sac. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Dans ce sac,
gilet pare-éclat, lacrymo dispersante, matraque, casque, flingue, nos sacs, quoi, perso. Et est-ce que le Front National est au courant que vous êtes armé? Mais normalement, il est strictement interdit d'avoir une arme. Strictement interdit, mais tout le monde sait qu'on... Le chef de la DPS, Bernard Courcel, a toujours affirmé que ces hommes ne sont pas armés. Ce soir, il réfute le témoignage de Dominique et l'existence de ces troupes de choc. Les délires de cette espèce d'abruti qui nous dit que nous sommes armés, 9 mm, 38, etc. Non mais enfin, on croit rêver. Pourquoi faire une arme à feu? Pour tuer? Ça se saurait. Mais malgré ce démenti, une enquête interne est actuellement en cours au Front National pour identifier parmi les anciens membres du service d'ordre le péniste qui se cache derrière le témoin Dominique. Martine Aubry, le ministre de l'Emploi, envisage de réformer le système d'élection au tribunal des prud'hommes, juridiction régie par les employeurs et les salariés. Il s'agit pour elle d'éviter, dit-elle, l'intrusion du Front National dans cette institution après que des candidats proches du parti de Jean-Marie Le Pen aient fait acte de candidature sous un autre sigle. Manifestation cet après-midi de 800 policiers dans les rues de Montreuil, en banlieue parisienne, protestant contre leur manque de moyens pour lutter contre l'insécurité dans cette banlieue, suite à un accrochage qui a eu lieu fin octobre. 2 adolescents à bord d'une voiture avaient à ce moment-là foncé sur des membres des forces de police. La CRIRAD, organisme indépendant qui milite pour la transparence en matière d'information nucléaire, tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme à propos de la radioactivité dans le parc national du Mercantour, 11 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Cet organisme persiste et signe, malgré les rapports officiels récemment publiés qui ne révélaient aucune contamination notable de la nature ou des aliments dans cette région. Reportage Valérie Gaget, Dominique Bonnet. C'est l'histoire d'un nuage invisible venu de Tchernobyl. Il a traversé les Alpes, baigné les sommets. Et dans ces paysages qu'on imagine préservés, il a laissé des traces indélébiles. 11 ans après, y a-t-il encore danger? Oui, alors d'un point chaud à un autre, hein. Là c'est tous les 20 cm que tu en ramasses. Hein. Ces hommes prospectent pour la CRIRAD, commission de recherche indépendante sur la radioactivité. En France, dans les Alpes du Sud, mais aussi en Italie, en Suisse et en Autriche, ils ont trouvé des points chauds, essentiellement au-dessus de 2000 mètres. Ce détecteur, qui mesure les rayons gamma émis par le sol, leur a permis de découvrir une contamination pointilliste, faite de multiples taches, plus ou moins radioactives. Il y a des jours, pour être tout à fait franc, où vu les valeurs à laquelle on monte le détecteur, on préfère pas trop se poser de questions. Les points chauds ne font souvent que quelques décimètres carrés, mais dans les zones de ruissellement, ils peuvent atteindre des valeurs comparables au secteur très contaminé de Tchernobyl. Cela dit, il faudrait rester dessus plusieurs mois pour recevoir une dose significative. C'est dans la partie est de la France que le nuage de Tchernobyl a provoqué le plus de dépôts, question de relief et de météo. Alors ce qui se passe ici en montagne, c'est que, contrairement à la plaine, où les parties les plus chaudes du nuage étaient vraiment à plusieurs centaines de mètres d'altitude, et donc les contaminations ont eu lieu surtout à cause de la pluie qui a lessivé le nuage, ici en altitude, les deux phénomènes se sont conjugués. C'est-à-dire que la pluie a fait descendre les radionucléides jusqu'au sol, et en plus, certaines parties du nuage ont vraiment baigné la végétation, imprégné la végétation, et produit ainsi un dépôt même sec, c'est-à-dire un dépôt instantané immédiat. 210-220 chocs sous le banc. À plus basse altitude, comme ici près du parking du lac d'Alos dans le Mercantour, les valeurs sont plus faibles, mais tout de même 4 à 10 fois supérieures à la radioactivité naturelle. La pluie, tombée en mai 86, a fixé au sol et pour des décennies des éléments radioactifs, exemple sous ces pins, là où tombaient les gouttes. Vers le tronc, la valeur baisse, cesse. Sous le gouttage, on retrouve la valeur. En 86, plusieurs pays européens, comme l'Allemagne ou ici l'Italie, ont retiré de la vente certains produits frais contaminés. Rien de tel en France. Les autorités ont toujours affirmé que les normes de consommation n'étaient pas dépassées, qu'il s'agisse du lait, des légumes ou des champignons. Certains scientifiques certifiaient pourtant le contraire, tel le professeur Hardisson à Nice. Il parle aujourd'hui de mensonges organisés. On a ingéré des salades ou des blettes qui contenaient de la radioactivité, mais quant à vous dire que ça a une incidence sanitaire, je n'irai pas jusque-là.
L'impact des faibles doses de radioactivité sur la santé est encore mal connu. Pour la CRIRAD, mieux vaut être prudent. La commission estime qu'il faut limiter la consommation de certains champignons, les plus sensibles à la contamination, et recenser tous les points chauds, surtout en zone habitée. Mais pour les experts de l'IPSN, organisme officiel, cette cartographie ne s'impose pas vraiment. Ça me paraît un travail excessivement lourd pour l'intérêt qu'on peut en retirer, quoi. C'est une question de répartition des moyens, moi je veux bien qu'on le fasse. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux mettre de l'argent là-dedans ou dans un hôpital délocalisé dans les Alpes? C'est ça le choix qui se pose. Qu'est-ce qui sera meilleur pour la santé publique? Existe-t-il un seuil de radiation acceptable? Est-il normal de recevoir une dose de radioactivité artificielle, aussi infime soit-elle, en séjournant en montagne? Pourquoi aucune étude épidémiologique de grande envergure n'a-t-elle été lancée? Derrière ces questions, c'est tout le débat entre pro et anti-nucléaire qui ressurgit, un débat toujours opaque. Le dernier prix littéraire de la saison, le prix Novembre, attribué cet après-midi à Lydie Salvert pour La Compagnie des Spectres, publié aux éditions du Seuil. Ce prix est décerné à un candidat malheureux aux autres grands prix littéraires. Lydie Salvert était arrivée en 2e position au Goncourt et au Renaudot. À la découverte du nouvel Olympia, le plus célèbre music-hall de Paris et de France, qui rouvre ses portes ce soir après travaux. Il a été reconstruit à l'identique, notamment sur les conseils de Gilbert Bécaud, qui l'inaugure ce soir et qui est notre invité dans un instant. Depuis 43 ans maintenant, cette salle a vu passer les plus grands artistes français et internationaux. Louis Carzou, Pascal Puyot. Je reviens te chercher. Un salut respectueux pour une première attendue, car ce soir l'Olympia entonne avec Gilbert Bécaud sa renaissance. Une salle toute neuve et en tout point identique à la précédente, du nombre de sièges, 1995 exactement, à la fameuse acoustique savamment recréée pour la plus grande joie de Monsieur 100 000 volts. Cancan. Et on chante facilement sans micro ici. C'est une belle salle, c'est une bonne salle, c'est une bonne scène. Vous savez, ils sont rares les théâtres en Europe, ne parlons que de l'Europe, qui aient cette qualité d'âme qu'a l'Olympia. Et pour préserver cette qualité d'âme, l'Olympia a bénéficié de moyens exceptionnels. Quelques 250 personnes mobilisées pendant 6 mois pour des travaux de reconstruction estimés à plus de 100 millions de francs. Je trouve que cet endroit est un endroit magique, ça reste magique. Et pour moi, c'est la même maison, sans aucun problème, sans l'ombre d'un doute, c'est la même maison. Quant à Gilbert Bécaud, il remontera ce soir pour la 30e fois sur la scène de l'Olympia, pour l'Olympia. Dans mes bras, il est à moi, l'Olympia. Gilbert Bécaud, bonsoir. Bonsoir. Bien, alors, première question toute simple, où sommes-nous exactement là? Nous sommes sur la scène? Nous sommes sur la scène devant mon piano, ici, présent, très sage, très sympathique. Il se concentre. Et le public de la première, toujours les publics très craints de la première, est là qui attendent la première. Alors, justement, à quelques minutes maintenant de l'ouverture du rideau, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous? Mais on me pose tout le temps cette question. Je vais très bien, j'ai l'impression de partir vers une opération très grave. Ça va très bien. Non, je dis ça parce que j'ai cru entendre une fois, vous disiez, finalement, moi je suis en forme après le spectacle et vidé juste avant. C'est vrai, j'ai un trac qui me poursuit depuis 45 ans, dont je n'arrive pas à me débarrasser. Ça m'angoisse, mais j'ai tout essayé, hein. On ne peut rien faire d'autre, j'ai tout essayé. Bon, alors... Voilà, j'ai le trac, un point c'est tout, mais avec, ça va passer dans... Ben, je fais avec, si tu veux que je fasse. Je veux pas... Gilbert, que voulez-vous dire quand vous dites que vous vous sentez chez vous à l'Olympia? Vous y avez chanté très souvent, mais qu'est-ce qui fait que vous sentiez là vraiment chez vous par rapport à d'autres lieux en France ou à Paris? Les ondes, je crois que ce sont les ondes. Les ondes qui tombent comme ça, qui sont... C'est un peu le triangle de Bermude, si vous voulez.
Et il y a une complicité entre le théâtre, le public et l'artiste. Et ça, c'est très, très, très important. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs demandé qu'on fasse une petite lucarne en haut, afin que Edith Piaf, Jacques Brel, Montand, je sais pas, tous les grands artistes qui sont passés sur cette scène puissent descendre par cette lucarne qui est à claire-voie et qui, vous la verrez peut-être, et qui descend jusque devant la scène. Là. Alors justement, vous venez de le dire, des dizaines de très grands artistes sont passés sur cette scène où vous vous trouvez en ce moment. Est-ce qu'il vous arrive, pendant un récital, de penser plus particulièrement à l'un d'eux ou à l'une d'elles? Non. Je pense au public, car c'est quand même ça le principal, c'est le public. Il doit passer une soirée formidable, avoir tout oublié, toutes les mauvaises nouvelles que vous annoncez, il doit les oublier, il doit se retrouver dans la rue perdu à la fin du spectacle en disant comment c'est déjà fini alors que ça fait 2 heures qu'on est là. Il ne sait plus où il a mis sa voiture, il a perdu ses clés, il ne connaît plus son nom, c'est ça le but. C'est qu'on s'amuse, c'est qu'on soit bien, il faut démystifier tout ça. Trop d'artistes se prennent au sérieux, il faut qu'on s'amuse bien. Alors Gilbert, vous avez aidé à reconstruire, avec des conseils que vous avez donnés à l'architecte, cette nouvelle salle de l'Olympia. En 1954, vous aviez un peu aidé à la détruire, puisque des fauteuils avaient été saccagés juste après votre récital. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi il y a eu ce déchaînement finalement? C'était de l'enthousiasme ou c'était quoi? Ah, ce n'était pas comme c'est aujourd'hui, par exemple, des casseurs qui viennent casser... Non, c'était de l'enthousiasme. Non, mais que le problème est venu, c'est que nous avions invité les étudiants à venir sur leur carte d'étudiants, tout simplement. Alors évidemment, il en est arrivé 4000, 5000, je sais pas, et ils ont tous voulu rentrer, c'est là le problème. Mais c'était pas saccager pour saccager, c'était de joie, c'était d'être heureux, c'était d'être là, d'être... c'était ça, c'était pas Gilbert, du tout un... Le fait aussi peut-être qu'on vous appelait déjà Monsieur 100 000 volts. Est-ce que vous êtes toujours abonné à l'EDF comme ça? Comment vous trouvez encore cette vitalité? J'ai le compteur bleu. J'ai le compteur bleu. Alors Gilbert, on va se quitter simplement. Peut-être pourriez-vous nous jouer les premières notes de la première chanson que vous allez jouer ce soir pour cette première? Non, il faut la surprise. Bon. Je ne peux pas dire ça au public qui va venir demain, qui nous écoute aujourd'hui, et leur dire ce que je vais chanter en premier. C'est pas possible, Monsieur Bilalian, voyons. Bien, ben on gardera le secret alors. Ben oui, j'aime mieux. Je vais quand même jeter un petit coup d'œil à la salle, ça si ça vous ennuie pas. Ok. Vous avez très peur là? Allons avec vous. Oui, on vous suit, Gilbert. Ça, c'est la salle de l'Olympia en train de se préparer. Il vous arrive souvent de regarder comme ça? En général, oui, je regarde pour voir la tête, s'il y a un malade. Il y a des gens qui vous inquiètent au premier rang? Non, pas vraiment. Ils m'inquiétaient dans le temps, ils ne m'inquiètent plus vraiment. Non, je regarde, je vois, surtout les derniers rangs, je regarde, je jette un œil. Vous l'aimez cette salle, hein? Oui, je l'aime. Et je pense que ce soir, nous allons la concrétiser pour les prochains Olympiades de tous mes camarades. En tout cas, merci beaucoup Gilbert Bécaud et beaucoup de succès, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci à vous. Très gentil d'être venu nous voir, très gentil, je suis très content que vous soyez là. Merci beaucoup. Okay, merci et bon courage. Voilà, juste avant de nous quitter, le rappel des principaux titres de l'actualité avec la tension maximum entre l'Irak et les Nations Unies qui rapatrient ses inspecteurs. Un porte-avions américain et un autre porte-avions anglais prennent position dans le Golfe. Encore trop de plomb dans l'eau et le sang des Français, notamment à cause des conduits d'eau en plomb qui assurent encore trop souvent l'alimentation en eau potable dans les immeubles. La vignette 98 est arrivée, en vente à partir de demain. Elle est la moins chère dans la Marne, la plus chère dans le Cantal. La moyenne pour les 5 à 7 chevaux est de 520 francs. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, 20h50 envoyé spécial. Dernière édition, Bruno Roger Petit, vers 0h50. Demain, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra en duplex de Marseille Renaud Muselier, maire adjoint de Marseille, député RPR des Bouches-du-Rhône. Demain midi, vous retrouverez Patrick Chêne et Laurence Pliquet. Et demain soir, ici même, Béatrice Schoenberg. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.
Je vous retrouve dans un instant avec 4 reportages. D'abord, portrait d'une famille exceptionnelle. Ils avaient 4 enfants, ils en ont adopté 7 autres. Le problème des cantines scolaires, le portrait de ces hommes qui travaillent dans les sous-marins et que l'on appelle les oreilles d'or. Enfin, nous